Alors, je voulais d'abord remercier Pauline Fassien d'avoir répondu avec enthousiasme à notre invitation de la FAP pour cette conférence. Pauline que j'ai rencontrée à l'époque où j'étais président de la SF Coach, qui était intervenante dans un colloque de la SF Coach et qui était donc déjà au début de la FAP puisqu'elle participait au séminaire fondateur de la FAP en 2010. Je voulais remercier aussi nos partenaires, InCoach d'abord avec Agnès Jousselin. Donc InCoach, association uniquement de coachs internes, mais en partenariat avec les coachs externes, parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Voilà. Et pourquoi partenaire aujourd'hui? Parce que l'éthique dans notre métier est fondamentale, encore plus, je dirais, qu'en coaching externe. Voilà, donc c'est une attention de tous les jours. Et donc ça me semblait intéressant d'être partenaire de cette soirée-là. Merci. Et l'ICF qui a bien voulu aussi annoncer cette manifestation sur son site. Donc merci à ces deux partenaires d'avoir contribué à la diffusion de l'information. Merci aussi à tous ceux, bien sûr, qui ont participé à l'organisation de ce séminaire. Souvent, on le dit à la fin dans le brouhaha, et je préfère là le dire au début. Les membres du bureau de la FAP, et puis Martine Voll, avec qui je co-dirige l'Institut international de la supervision et de l'accompagnement professionnel, l'ISAP. Et pourquoi je fais allusion à l'ISAP? C'est parce que l'ISAP a contribué au financement du déplacement de Pauline, qui vit à l'autre bout du monde, en Californie. Voilà. Merci beaucoup Dominique, ainsi que les partenaires de m'inviter ce soir pour engager avec vous une réflexion sur l'éthique dans le coaching. Donc pour commencer notre soirée ensemble, on a une petite activité. Dominique, tu vas m'aider. Donc chacun d'entre vous va recevoir un petit carton sur lequel est inscrit une consigne ou une question. Et ce qu'on vous propose, c'est avec un partenaire que vous choisissez, vous répondez à cette question qui est inscrite sur le petit carton. Voilà, donc le partenaire A commence à répondre à la question, ensuite le partenaire B répond à la question. Et donc vous avez 3 minutes pour faire ceci. Et ensuite, il y aura une autre petite activité à partir de ces petits cartons. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de réfléchir à qu'est-ce que cette situation dit de vous, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité commencer par cette activité? Eh bien parce que, a priori, à première vue, ces petites questions, par exemple, si tu avais 6 heures de plus dans une journée, qu'est-ce que tu ferais? Pareil, une question un petit peu anecdotique, anodine. Et parfois, c'est un petit peu comme ça qu'on regarde l'éthique, comme quelque chose dont on ne veut pas trop parler, c'est une anecdote qui nous arrive un jour lors d'une séance, au cours de notre travail, et on essaie de pas trop y porter attention parce que on peut se sentir coupable de ne pas avoir réussi à trouver la solution, ou on peut se sentir mal à l'aise. Et j'ai l'impression que parfois les associations de coaching essayent justement de réduire les situations, les problèmes éthiques, de manière à ce que on présente une profession, on va dire, propre, clean, de manière à ce que... Donc voilà. Donc l'idée du défi éthique, l'idée de cette petite situation comme une anecdote, et en fait ce qui est ressorti de mes entretiens, ce qui est ressorti de mes analyses, c'est que finalement il me semblait que le défi éthique était finalement au cœur à la fois de l'identité du coach et de sa maturité professionnelle, de sa maturité éthique. Et ce qui m'est apparu, c'est que les défis éthiques que les personnes peuvent rencontrer au cours de leur activité sont finalement des éléments clés, constitutifs de leur avenir, de leur évolution professionnelle. Et que finalement, ces défis éthiques sont, j'aime bien employer le mot de analyseurs, donc des analyseurs, des révélateurs à la fois individuels, culturel, organisationnel. Dans un papier, un article académique que j'ai écrit en anglais, je disais « Dis-moi quel est ton défi éthique et je te dirai qui tu es en tant que coach » ou « Dis-moi quel est ton défi éthique et je te dirai où tu en es sur ton chemin de construction professionnelle et éthique. » Parce qu'en fait, quelque chose qui m'avait sauté aux yeux, mais que je n'arrivais pas vraiment à expliquer il y a à peu près 2 ans,
c'était que finalement les coachs pouvaient parler de la même chose, de la même situation éthique. Donc par exemple, est-ce que je dois révéler au DRH que cette personne est alcoolique, par exemple. Certains l'abordaient comme un problème de gestion d'une information confidentielle. Certains l'abordaient comme un problème de sortie de contrat. Certains l'abordaient comme un problème de valeur. Donc en fait, j'avais l'impression que les coachs pouvaient parler de la même chose, mais aborder le problème d'une manière différente. Et en fait, ce que ça révèle finalement pour moi, c'est que la manière de justifier le problème éthique indique quelque chose de la motivation éthique. Qu'est-ce qui me motive à être éthique ? Ce qui me motive à être éthique, c'est de respecter le contrat ? Est-ce que ce qui me motive à être éthique, c'est la pression de mes pairs ? Est-ce que ce qui me motive à être éthique, c'est mes valeurs ? Et à chaque fois, on verra un petit peu plus tard dans l'exposé, qu'à chaque niveau chaque élément, respect du contrat, pression des pairs ou valeurs, on a un niveau de maturité professionnelle et éthique différent. On parlera de Kohlberg et de Keegan tout à l'heure en milieu d'exposé. J'ai souhaité qu'on commençait cette conférence par ce petit exercice, parce que pour moi, je voulais essayer de vous faire sentir que quelque chose d'anodin peut finalement être central, et que les problèmes éthiques, les défis éthiques, au lieu d'essayer de les cacher, en fait, on devrait les mettre au cœur de notre pratique. Donc quelques mots, puisque vous l'avez compris dans le programme, on est dans une perspective de croiser nos interventions. Quelques mots d'introduction. Vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté. Nous avons introduit ce séminaire par un moment d'échange entre vous pour mettre d'emblée en association donc le terme éthique avec relation, échange, altérité, dialogue, débat, confrontation entre pairs. Lorsqu'un praticien de l'accompagnement se pose des questions en relation avec ses valeurs, sa morale, ses principes, mais aussi avec sa responsabilité professionnelle et sociale, il est dans un processus réflexif et ne peut ignorer la question de l'éthique. Réflexivité et éthique, donc deux termes qui pour moi sont indissociables. Dans un livre intitulé « L'éthique dans la pratique des sciences sociales », dilemme, vous voyez que le mot dilemme est dans les posés, Jacqueline Feldman et Ruth Canter-Cohn nous disent « La lucidité nouvelle nécessaire pour s'y retrouver dans une société dont on souligne l'absence actuelle de repères, le travail permanent de connaissance de soi-même, la réflexion sur sa place dans le monde alentour, celle portant sur les choix à effectuer, la recherche d'un sens qui n'est plus fourni par les religions ou les utopies politiques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réflexivité. L'éthique est au cœur de la réflexivité, qui est elle-même une composante indispensable de notre métier. L'éthique, nous dit Yves Clos, l'éthique professionnelle peut être analysée comme un ensemble de valeurs qui sous-tendent, étayent les pratiques professionnelles et qui leur donnent du sens. Parmi ces valeurs, certaines sont produites par la profession et délimitent ce que le professionnel doit respecter ou s'interdire de faire pour accomplir son travail convenablement, c'est-à-dire en harmonie avec les missions qui sont les siennes. Elles peuvent être formalisées par un code de déontologie, par exemple, comme c'est le cas dans certaines professions. Lors de sa formation et au début de son parcours, le professionnel s'approprie ces valeurs, qui viennent le plus souvent compléter et conforter ce qu'on appelle l'éthique personnelle. Le plus souvent, l'éthique professionnelle est intériorisée et constitue avec les valeurs subjectives la conscience professionnelle. Dans une logique de métier, la conscience professionnelle est donc la résultante du maillage entre les valeurs subjectives de l'individu et l'éthique professionnelle de la profession. Comme nous allons le voir dans l'exposé de Pauline, les dilemmes que rencontrent les coachs interviewés se construisent souvent dans cette relation entre les valeurs de l'individu et celles de sa communauté de travail. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la question de l'éthique ? Pourquoi est-il nécessaire de réfléchir ensemble sur la dimension éthique de nos pratiques d'accompagnement en tant que coach se référant à l'accompagnement professionnel personnalisé ?
Premièrement, je dirais que d'un point de vue général, parce que nous sommes dans un contexte d'émergence du sujet, dans une société marquée par l'individuation des positions et des pratiques professionnelles. À société singulariste, pour reprendre le titre du livre de Danilo Martuccelli, praticien singulariste. La question éthique est au cœur de cette émergence. Je reprends une citation de Jacqueline Feldman et Ruud Kanterkoen. Il est aisé de s'apercevoir que cette insistance nouvelle sur l'éthique va de pair avec l'importance attribuée à la personne, l'individu, le sujet, devenu très largement point de référence, pivot à partir duquel voir les rapports sociaux. Sujet qui, comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, je situe philosophiquement du côté de la liberté et de la responsabilité. Dans la plaquette de présentation de la SF Coach, j'aime à le rappeler, j'ai insisté en 2008 pour que soit écrite la phrase suivante. La vocation du coach n'est en aucun cas de formater des individus, mais de contribuer au développement d'une personne libre et consciente de ses choix en relation avec son environnement. Responsabilité individuelle du praticien, mais aussi responsabilité sociale et sociétale, qui nous oblige à nous situer vis-à-vis de l'évolution des organisations publiques ou privées et du management qui s'y pratique aujourd'hui. Sommes-nous libres dans notre tête pour aborder aujourd'hui la question de l'éthique? Ou sommes-nous assujettis à des dogmes, à des religions, à des croyances auto-limitantes, ou plus simplement à une manière de vivre et de penser organisée par la mondialisation et les technologies de la communication? Ces deux expressions étant entre guillemets. Deuxièmement, enfin, et pour terminer, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la question de l'éthique? Parce que le professionnel se trouve souvent seul pour trouver des réponses aux questions éthiques qui surgissent dans sa pratique et qui, si elles restent sans réponse, peuvent conduire à une fragilisation déstructurante. Je vais passer maintenant la parole à Pauline, qui, en nous présentant les résultats d'un travail de recherche mené au sein de l'ICF Coach et de ICF, va nous aider à comprendre la nature et la gestion des défis éthiques rencontrés par les coachs professionnels et nous parler des dilemmes auxquels les coachs qu'elle a rencontrés peuvent se trouver confrontés. Tu viens de prononcer le mot de mondialisation, globalisation. Ça me rappelle un article sur lequel je suis en train de travailler avec Jean Nizet, donc mon auteur, mon co-auteur avec lequel je travaille beaucoup. Et l'article sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, c'est les codes éthiques sont-ils out of sync, donc en anglais, donc décalés par rapport à la globalisation, inadaptés à la globalisation. Donc je travaille depuis 6 mois sur cet article. Donc tu as parlé de mondialisation, ça m'a tout de suite évoqué ça. Mais alors sinon, donc au niveau de la présentation donc de mon travail, aujourd'hui on va avoir 4 temps. Tout d'abord une brève exposé de l'étude que j'ai réalisée, présentation du contexte. Ensuite, je vais vous présenter les principaux défis éthiques que les coachs ont rencontrés, donc 5 principaux défis éthiques. Et on essaiera de voir pour chacun de ces défis éthiques quel est l'idéal du coach qui est représenté et quelle est la dérive associée à ce défi. Ensuite, on regardera 2 dilemmes éthiques rencontrés par des coachs. Et en 3e, c'est pas Pauline Fassian, en 4e, c'est les motivations éthiques. Donc, qu'est-ce qui pousse un coach à être éthique ? Donc l'étude que j'ai réalisée, donc en fait, donc je travaille depuis 12 ans sur le coaching. J'ai fait un doctorat donc à HEC à Paris en sciences de gestion et j'ai travaillé sur le coaching comme un analyseur des nouvelles manières de répondre aux questions qui se posent dans les organisations. Et de ce travail donc a émergé le petit repère que j'ai écrit avec Jean Nizet, qui est un peu un condensé de ma thèse, où j'ai notamment développé la thèse de l'ambiguïté du coaching, qui finalement est vue par les associations de manière assez négative. Les associations essaient de réduire l'hétérogénéité et l'ambiguïté en essayant de définir ce qu'est le coaching et ce n'est pas le coaching. Et moi, j'ai essayé de montrer que finalement, cette ambiguïté pouvait expliquer pourquoi les individus et les organisations étaient intéressés par le coaching, parce que ça permettait une espèce d'appropriation personnelle. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais finalement, j'ai toujours été intéressée par
les faces cachées du coaching. Donc, avant de faire mon doctorat, j'ai fait un DEA en sociologie du pouvoir avec Vincent de Goljac. Je suis sûre que un nombre d'entre vous le connaissent. Et donc, ça a vraiment beaucoup influencé mes travaux et continue de les influencer. Et donc, j'ai toujours été intéressée par la face cachée, les mésusages du coaching en entreprise. Et donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai essayé de travailler avec des chercheurs de mon université, Menlo College, près de Palo Alto, que vous devez connaître. Et donc, j'ai souhaité commencer à travailler sur l'éthique dans le coaching, mais finalement, je ne travaille plus avec la personne avec qui je devais travailler, parce que vous savez, les collaborations, ça ne se décide pas comme ça. Mais donc, j'ai commencé à travailler sur l'éthique dans le coaching, et pour moi, c'était surtout une manière, finalement, de mieux regarder cet objet coaching et de comprendre les situations limites dans le coaching. Et donc, j'ai commencé à travailler avec la SF Coach, Fabienne Arrivetz notamment, à Lyon. Et donc, j'ai commencé donc à travailler avec la SF Coach. J'ai interviewé 20 coachs pour essayer de comprendre des défis éthiques qu'ils rencontrent dans leur pratique. Et on a étendu l'étude à l'ICF avec Anne Kerba, qui a aussi m'a permis et Catherine Chambon et Jocelyne Hamon, qui m'ont permis d'avoir un accès à l'ICF. Donc, et merci donc à ces associations et à tous ceux qui ont répondu à mes interviews et certains sont dans la salle. Donc un travail de recherche débuté en 2010, donc il y a déjà 5 ans, initié en 2010, débuté en 2012, et donc qui a donné lieu à des travaux, des publications académiques, et maintenant qui donne lieu à des interventions comme aujourd'hui et puis des formations. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'appuie sur l'analyse de 27 entretiens avec des coachs. Donc, ces coachs sont des coachs confirmés, c'est-à-dire que donc soit ils ont passé des processus d'accréditation SF Coach ou ICF. Donc, vous voyez dans l'échantillon 10 interviewés ICF, 17 SF Coach, 41% d'hommes, 59% de femmes. Et donc la technique que j'ai utilisée pour réaliser ces entretiens s'appelle la technique de l'incident critique. Donc je demandais aux personnes de réfléchir à une situation, un moment où ils étaient confrontés à donc une situation qui ne leur permettait pas de mettre en place ce qu'ils auraient souhaité faire, ou ce que leur père recommanderait de faire, ce que l'association à laquelle ils appartenaient recommanderait de faire. Et donc, ils étaient en tension, ils ne trouvaient pas de solution adéquate, ils étaient mal à l'aise. Donc voilà, c'était un petit peu la consigne que j'ai partagée avec eux pour qu'ils se remémorent ce moment, qu'ils le partagent avec moi. Il m'est apparu qu'il y avait 5 situations typiques de défis éthiques. Et donc là, ils sont présentés en fait un petit peu par ordre, par fréquence, même si un même défi éthique peut correspondre à différentes catégories. Donc la première situation, la première nature, jouer un rôle qui n'est pas le sien, donc c'est-à-dire jouer le rôle d'un tuteur, d'un mentor, d'un consultant. Donc par exemple cette Pat qui dit la RH m'a dit, j'étais surprise que tu n'évoques pas le fait qu'il fallait qu'elle bouge, cette cliente. Et donc la coach de dire, il comptait vraiment sur moi pour faire ce que eux n'arrivaient pas à faire. Donc là c'est une figure assez typique dans le coaching qui est la figure du sous-traitant. Dominique, tu dis le facteur, hein, c'est ça, j'ai appris ce terme. Moi je dis le sous-traitant, l'externalisation sur le coach. La décharge ou le porte-voix. Je dis aussi le porte-voix. Et donc ça, c'était vraiment, ça représentait presque un quart des situations, des défis éthiques représentés par les coachs. Et donc finalement, derrière cette situation, ce qui est important de voir, c'est la dérive à la manipulation. C'est-à-dire la dérive à la manipulation, le coach qui est utilisé comme une marionnette. Et donc j'ai publié un article avec une doctorante qui s'appelle « De Zorro à Polichinelle, quand le coach est menacé dans sa position de tiers », dans la revue RIM, une revue en français. Et donc c'est ça, c'est l'idée de la marionnette, le coach qui est utilisé, qui est manipulé, utilisé comme une marionnette. Oui, je dis guignol aussi.
Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est gérer des informations confidentielles. Donc le coach, au cours de son accompagnement, apprend, soit par le coaché, soit par le RH, soit par l'organisation, le patron, des informations, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc c'est Daniel, je savais. Moi, je savais ce qui allait se passer. Mon client, lui, ne le savait pas. Déjà, quelque part, c'était une trahison par rapport au client. Je n'étais pas censée avoir ces informations, donc je n'étais pas censée les lui donner. Donc là, dans la situation, c'est finalement le client va être licencié. Et le coach, finalement, il ne sait pas quoi faire de cette situation, de cette information que le patron lui a donnée. Et donc, l'idéal, c'est la loyauté vis-à-vis du client, et la dérive, c'est la trahison. Donc, la figure du traître. La troisième situation, faire face à une modification des paramètres du contrat. Et la première personne finalement que j'ai interviewée me disait aujourd'hui, avec la volatilité des organisations, avec le rythme rapide des changements, on commence un coaching et 6 mois après, on n'a plus déjà les mêmes parties prenantes. Ça peut poser la question de est-ce qu'on met au courant le nouveau patron du fait que je fais un coaching ? Et là, donc c'est le cas de Bob. Alors, excusez-moi, j'ai aussi des titres, des prénoms anglais, comme ça, c'est tiré d'articles en anglais. Et donc là, c'est Bob qui nous fait part de son client qui souhaite quitter l'entreprise. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont été confrontés à cette situation. Au cours du coaching, finalement, le coaché se rend compte qu'il n'a rien à faire dans cette entreprise et qu'il souhaite quitter l'entreprise. Mais Bob, il a été payé par l'entreprise. Donc, il ne sait pas quoi faire. Il dit... Ce coaché me demande de mettre en œuvre une action qui peut tout à fait se justifier, mais qui n'est pas la commande. Donc, comme Bob est payé par l'entreprise, il va demander au coaché de renégocier avec le client, avec son organisation, de finalement changer l'objet du contrat. Et comme le coaché n'accepte pas d'aller voir sa RH, eh bien Bob termine le contrat avec le client. Et on reprendra l'exemple de Bob tout à l'heure parce qu'il est vraiment intéressant. Et finalement, j'ai l'impression que dans les 27 entretiens que j'ai réalisés, c'est le seul qui a vraiment suivi ce qu'il considérait être le code de déontologie, alors que tous les autres ont suivi leurs valeurs. Donc c'est vraiment la seule personne qui, quand il a dû choisir dans son dilemme, pour trancher dans son dilemme éthique, a choisi de suivre ce qui n'était pas son intuition, ce qui n'était pas ce qu'il ressentait au fond de lui. Donc, l'idéal, c'est le maintien du cadre, et alors, la dérive, j'ai dit la pliure, on casse quelque chose, on casse le cadre, donc c'est on plie, on tord, et donc on devient un peu contorsionniste. Donc ça, c'est la troisième situation éthique. La quatrième, être confronté dans ses valeurs, qui peut être aussi un petit peu transversale. Alors celui-là, en fait, je les aime tous, ces exemples. Donc c'est Louis qui dit est-ce qu'un coach accrédité doit travailler avec un patron voyou ? Avec une multinationale qui ne respecte pas les bases de l'écologie et qui pollue la planète. Il dit, d'un point de vue déontologique, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue éthique, est-ce que j'ai envie de travailler pour cette entreprise ? Donc ça, c'est assez intéressant et c'est aussi quelque chose qui est ressorti de mes entretiens, cette différence entre la déontologie et l'éthique, qui est vraiment ressortie, je pense, donc j'espère étendre cette étude aux États-Unis, mais je pense que aux États-Unis, on n'a pas vraiment j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment cette notion de déontologie. C'est une perspective de l'éthique, mais en France, on a vraiment la distinction entre déontologie et éthique qui est vraiment ressortie de ces entretiens. Finalement, l'idéal, c'est l'alignement par rapport à ses valeurs. La dérive, c'est la dissonance. Et alors là, j'ai dit que la figure, c'est le collaborateur. Donc, collaborer avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui défendent, qui ont des idées politiques différentes, écologiques. Et je pense à un autre interviewé qui me disait trahir la planète, c'est quand même quelque chose, trahir l'humanité.
Et le risque d'être traité de collaborateur par ses pairs, ça me fait peur. Donc le terme de collaborateur est un terme qui a été employé par un coach qui, lui, ne voulait pas, en tant qu'écologiste convaincu, travailler avec une entreprise dans le nucléaire. Mais il l'a quand même fait. Ouais, il a réussi à sortir du dilemme éthique, voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc la dernière situation, être tenté de prendre le parti du client. Donc c'est un petit peu l'idée du sauveur, hein, c'est le pompier. C'est ce que j'ai appelé Zorro. Donc on va voir tout à l'heure. Et donc c'est l'exemple de Flora qui dit est-ce que je peux alerter mon coaché sur une relation inquiétante pour moi entre lui et son manager alors qu'il n'en fait absolument pas la demande. Donc c'est aussi une situation intéressante où le coach est censé travailler sur un objet, mais il se rend compte au cours de l'entretien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, que le coaché est aveugle, ne se rend pas compte de ce qui se passe, et donc le coach se dit, c'est une expression assez intéressante, on était en train de boire notre tasse de thé alors que les écuries brûlaient. Donc est-ce qu'il fallait essayer d'éteindre le feu ou continuer à boire sa tasse de thé en discutant, en travaillant finalement sur un objet qui était un peu anecdotique par rapport à ce que le coach avait identifié comme plus important. Donc finalement, est-ce que le coach peut substituer un nouvel agenda Est-ce qu'il peut être lui-même auteur de l'agenda dans le coaching? Donc l'idéal de... Alors ça, c'est une question je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que le coach doit être neutre? Est-ce qu'il y a cet idéal de neutralité? Je pense que suivant les écoles, il y a des réponses différentes à cette question. Mais en tout cas, ici, ce qui pouvait transparaître dans cette situation, c'était l'idéal de neutralité. Et la dérive, c'est le sauveur. Hein, le sauveur, Zorro. Et j'ai aussi cette coach qui me dit... est-ce que je peux prendre ma cape de Zorro pour sauver le client, hein? Il dit, là, je suis dans cette situation, je m'en veux, parce que finalement, un bon coach, il prend son cheval blanc et puis il sort comme ça, triomphant de la situation. Donc, cette idée de sortir par le haut. Bon, évidemment, voilà, ces images hein, que les coachs ont pour sortir hein, de cette situation avec son cheval blanc. Zorro, il a un cheval noir, non? Mais bon, elle a dit blanc, hein. Donc là, elles sont classées un peu par ordre de priorité, enfin par ordre de fréquence, même si souvent on retrouve des éléments en général, on va dire en moyenne, si on fait une moyenne des statistiques, le coach va rencontrer 2,5, enfin comment dire, va croiser en moyenne 2 ou 3 de ces situations. La question qui ressort finalement de ces figures, hein, de ces différentes figures et de ces différentes dérives, pour moi, c'est la question de la juste distance. La juste distance. Comment trouver la juste distance? Comment trouver le bon équilibre? La juste distance à soi. Qu'est-ce que je mets de moi dans le défi éthique et dans la résolution éthique? La juste distance au client et la juste distance à l'organisation. Vous connaissez Paul Fustier? Donc il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le lien d'accompagnement entre don et contrat salarial ». Donc pour moi, c'est un des ouvrages majeurs que vraiment j'aime beaucoup. Donc le lien d'accompagnement entre don et contrat salarial, Paul Fustier. Et donc qui parle de cette tension pour tout accompagnant entre rester dans les contraintes ou rester dans les frontières du contrat et donner de soi, de sa professionnalité pour aider le client. Donc j'ai proposé un petit continuum avec 2 extrémités qui représentent des dérives qui guettent le coach. Le don de soi, donc on va dire à gauche, le don de soi pour le client, qui va vers le sacrifice de soi et de sa professionnalité, et le don de soi pour l'organisation, avec l'idée de l'instrumentalisation, hein, qui est très présente dans tous les écrits critiques vis-à-vis du coaching,
l'instrumentalisation du coach, la manipulation, qui peut parfois être réduite à l'impuissance, l'inaction. Plusieurs fois dans mes entretiens, les coachs n'étaient paralysés, ne savaient plus quoi faire. Donc c'est un peu un effacement. Le coach qui doit faire tiers dans l'organisation, qui s'efface, qui est réduit à l'impuissance. Le coach, il va finalement être confronté, il a du mal à prendre une décision parce que finalement, il est confronté à un dilemme. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un dilemme ? Un dilemme, c'est une opposition, une tension entre deux actions qui sont éthiquement, selon le coach, justifiées, mais qui s'excluent l'une l'autre. Si je fais A, je ne peux pas faire B. Et si je fais B, je ne peux pas faire A. Donc je vais vous lire un petit extrait de l'entretien avec Bob. Donc je vous en ai déjà parlé. C'est Bob qui travaille avec ce médecin qui veut quitter son entreprise, enfin son organisation. Et donc qui dit « J'étais complètement traversée entre une décision qui me paraissait à l'opposé de ce que je ressentais, qui était pour moi la mise en œuvre du code de déontologie. C'est-à-dire ce qui n'est pas négociable. Ce sont des éléments factuels, décodés, et qui ne peuvent conduire qu'à une décision rationnelle, qui est celle qu'on connaît dans la loi. » Donc ça, d'un côté. Et puis de l'autre côté, voir ce type que je trouvais éminemment sympathique, plutôt jeune, profil brillant, peut-être avec un petit peu de projection aussi, et que j'avais décidé de considérer comme la victime parce que ça me permettait de mieux envisager une éventuelle transgression. C'est quand même plus facile de transgresser la loi si j'avais une victime à protéger. C'est-à-dire que du point de vue de mon éthique, on défend le faible et l'opprimé. Donc d'un côté, on a protégé la victime en haut et ne pas aider la victime en bas. Donc en bas, c'est ne pas aider la victime. Donc ça, c'est son éthique. De mon point de vue, on défend le faible et l'opprimé. Donc mon éthique, c'est protéger la victime. Ça, c'est comme ça que ça s'exprime. Alors que du point de vue déontologique, on respecte le contrat. Donc son dilemme à cette personne, c'est est-ce que je dois respecter la déontologie, mais donc rester dans le contrat, ou est-ce que je dois protéger la victime et suivre mon éthique ? Et il dit, au final, c'est le rationnel qui a pris la main sur la décision. Donc la déontologie l'a emporté sur l'éthique. Mais physiquement, je n'étais pas bien du tout avec ça. Je me sentais fuyant. D'ailleurs, j'attendais vraiment la fin. Je suis sûre que je le regardais très peu quand je lui parlais. Voilà, j'étais dans la fuite. À la limite, ce n'est pas moi qui parlais. Je pense que symboliquement, je voulais lui montrer le conflit qui était en moi. Donc à la limite, ce n'est pas moi qui parlais, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça rejoint des conclusions de mes recherches qui est que le code, pour un certain nombre de coachs dans ces situations, le code est quelque chose d'extérieur. Le code, ce n'est pas moi. Il le dit bien, cette personne. Donc à la limite, ce n'est pas moi qui parlais, c'est le code qui parlait, mais ce n'est pas moi. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et donc, si on étudie le dilemme éthique, eh bien, si je protège la victime et que je sors du contrat, je suis dans la transgression professionnelle. Si je respecte le contrat, mais que je n'aide pas la victime, donc en bas, je trahis mon coaché. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est protéger et respecter le contrat, mais ce n'est pas possible. Puisque si je l'aide à quitter l'entreprise, je ne respecte pas le contrat initial. Donc là, on a une définition assez typique du dilemme, qui est une situation impossible, puisque les deux pôles positifs ne sont pas possibles. Donc ça, c'est Bob, entre transgression et trahison. Deuxième dilemme éthique, là, c'est plus pour faire ressortir aussi la dimension émotionnelle qui est souvent oubliée en éthique. Dans le code de déontologie, j'ai peu vu le mot émotion mentionné dans les codes. Et donc là, c'est Alex qui dit que pour lui, son défi éthique, c'est compatir avec le client sans se laisser embarquer. Et qui dit, alors, ma décision éthique, elle s'est construite progressivement, au fur et à mesure que je faisais passer les entretiens avec le coaché.
Comme assez classiquement dans ce genre de situations, qui sont très complexes, émouvantes et mouvantes, moi, ce que je ressens, c'est une forme de confusion au départ. Donc j'ai besoin de laisser décanter les émotions pour bien prendre du recul sur la complexité de la situation. Donc au début, surtout de la confusion, une forme de débordement, sans du tout me sentir dépassée, parce que c'est le quotidien du métier. Donc ça, c'est intéressant. Je suis dans la confusion, il y a du débordement, mais en même temps, je ne me sens pas dépassée parce que c'est le quotidien du métier. Et après, une fois que j'ai pu faire l'analyse et que c'était suffisant pour moi, il y a à la fois une forme de compassion pour cette équipe, on peut utiliser ce terme, c'est-à-dire une capacité à souffrir avec, étymologiquement. Donc à la fois une capacité à souffrir, donc du débordement, une capacité à souffrir. Et en même temps, une très très grande détermination face au système. Quand je dis face au système, dans le système, il y a l'équipe, et pas question de me laisser endormir, anesthésier et promener par l'équipe. Et aussi par les autres acteurs représentants du système, qui étaient le N+2, le N+3 que j'ai rencontrés. Voilà, ce que je décris, c'est à la fois de la compassion, c'est-à-dire être capable d'être dans l'émotion, et même d'être sur un autre plan en recul, et avec, j'espère, une certaine clairvoyance, une grande détermination pour moi. Ça fait vraiment partie de mes fonctionnements fondamentaux en tant que coach. Et s'il y avait quelque chose qui doit tourner autour, finalement, du jonglage éthique, eh bien, ça se situe dans cette zone-là. De pouvoir être finalement scindé, découpé en deux, schizophrène, mais en même temps relié, les deux, et faire la boucle entre les deux. Donc de la compassion, de l'empathie, et puis de la détermination, du recul, un peu désincarné, ce qui permet de contrebalancer le risque de dérive trop affectif. Et j'ai besoin à la fois de rentrer dans cette dimension affective pour être en lien très fort et sincère avec les personnes, mais ne pas me faire embarquer. Donc moi je trouve ça très intéressant, hein, ce Alex, qui, pour sortir de son défi éthique, est confronté à une tension entre la confusion et de la détermination et de la compassion sans être complètement embarqué. Donc, parce que si on est dans la compassion et la confusion, on est dans la manipulation, le débordement, le pathos, hein, c'est des termes qu'il emploie. Si on est dans la clairvoyance et sans dimension affective, on est dans une approche métallique et désincarnée, c'est ce terme. Je reprends des termes du coach. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette expression qu'il a utilisée, c'est le jonglage éthique. Donc je dois être à la fois dans la compassion, mais aussi dans la clairvoyance. Donc je dois jongler entre les deux, sans me laisser embarquer. Et donc, en fait, les personnes donc, que j'ai interviewées étaient confrontées à ces dilemmes, hein, ces tensions. Donc, en fait, on est en train de travailler sur un autre article avec mon collègue où on analyse pour chaque entretien le dilemme éthique du coach. Et donc, on essaie d'identifier tous ces axes. Et donc, l'essentiel des axes, c'est souvent un axe déontologie versus éthique. Donc déontologie versus éthique, et parfois c'est déontologie ou éthique versus intérêt économique. Je parlais tout à l'heure de José, j'appelle José, qui a accepté de travailler pour cette entreprise dans le nucléaire parce que finalement, la mission était trop intéressante pour être refusée. Et puis il y a aussi assurer les fins de mois. Donc finalement, ce conflit, ce dilemme éthique, qu'est-ce qu'il veut dire ? En fait, il veut dire que au départ, le coach arrive avec ce qu'on a appelé avec Jean Nizet un loyalisme d'ancrage, c'est-à-dire qu'au départ, le coach est loyal, hein, par théorie. En théorie, il est loyal vis-à-vis de l'organisation, du client, de ses pairs, de la SF Coach, de l'ICF. Il veut une loyauté envers toutes ces instances. Donc ça, c'est le loyalisme d'ancrage. Mais il y a un problème, donc le conflit éthique va venir chambouler ce loyalisme initial. Parce que le coaché me demande de faire quelque chose qui va à l'opposé de ce que l'organisation souhaiterait. Donc le loyalisme d'ancrage, il est bouleversé. Donc ce qu'on essaie d'analyser, ça c'est encore un autre article, c'est les sorties de dilemme. Que font les coachs ? Comment les coachs sortent-ils des défis éthiques, des dilemmes éthiques ? Et donc, on a utilisé la grille de Hirschman, Exit, Voice, Loyalty. Donc, Exit, c'est la sortie du dilemme. Je quitte le contrat, j'arrête le contrat. Donc, c'est l'exemple de Bob qui a arrêté le contrat avec le médecin.
Voice. Alors voice, donc c'est je parle. Donc je parle avec le coaché, je lui explique le problème. Je parle avec l'organisation. Je parle avec l'organisation. Je parle avec le RH en lui disant que ce coaché, finalement, il a un patron qui fait du harcèlement moral. Je me permets d'avoir un droit de regard sur l'organisation. Et loyauté, la loyauté, c'est finalement je ne dis rien, et je continue mon travail. Donc par exemple, c'est José, parce que José, donc il voulait pas forcément travailler pour cette entreprise dans le nucléaire, parce qu'il était très engagé écologiquement, mais finalement il s'est dit, je vais quand même travailler pour cette entreprise, prendre ce contrat, mais je vais redoubler mon activisme auprès de Greenpeace. Donc finalement, il est resté loyal à l'organisation. Donc cette grille théorique Exit Voice Loyalty, elle a été développée par Hirschman, d'abord dans le domaine de la consommation, pour expliquer les comportements des consommateurs face à l'insatisfaction face à un produit. Donc si on est insatisfait face à un produit, est-ce qu'on change de produit, exit? Est-ce qu'on écrit à 30, 50, 60 millions de consommateurs, 70 millions de consommateurs? Ou finalement on reste avec le produit parce que finalement c'est tous les mêmes, les produits. Et alors cette grille a été développée, alors ça s'applique dans plein de domaines, ça peut s'appliquer aussi, j'ai vu un article académique sur les relations de couple. Donc je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un différend avec votre bien-aimé? Exit Voice Loyalty. Et donc cette grille, elle a été récemment complétée par une dimension de neglect. Donc c'est la rationalisation qui dit finalement un peu tout se dépourrit, quoi. Enfin, de toute façon, c'est le monde, c'est un peu négatif et finalement c'est la prise de distance avec de la désillusion en fait, un peu la désillusion. Bon finalement, je vais travailler pour cette entreprise dans le nucléaire parce que si c'est pas moi ce sera un autre. Donc autant que ce soit moi. Le dilemme éthique, au départ, un conflit de loyalisme, une sortie qui va permettre de rebalancer ces loyalismes et donner de l'importance à une dimension plutôt qu'à un autre. Finalement, pour moi, finalement, avant tout, moi, je travaille pour le coaché, l'organisation. Ou l'organisation. Donc là, vous avez des positionnements différents en fonction des coachs. Certains vont vous dire, moi, je travaille pour celui qui me paie, donc l'organisation, ou d'autres qui vont dire, comme c'est tout à l'heure, c'était Louis, qui disait comment je m'en suis sortie de ce défi éthique en me centrant sur la personne. Parce que pour moi, finalement, c'est ça le plus important. Au milieu, donc c'est ce qui permet de trouver ce qu'on a appelé avec Jean un loyalisme de régulation. Donc c'est un nouveau loyalisme entre ces différents acteurs qui me permet de réguler le conflit, qui me permet finalement de hiérarchiser mes priorités. Et ce qui est intéressant dans ces défis éthiques, c'est ce qui est intéressant dans ces défis et ces dilemmes éthiques et dans ces sorties de dilemmes éthiques, et c'est ce que je disais, là on reboucle un petit peu avec l'activité du début, c'est que finalement la manière dont le coach va justifier le défi éthique ou la manière dont le coach va sortir du défi éthique est un petit peu révélateur de d'où il en est sur son chemin de construction et de maturité éthique. Donc là, on va passer un petit peu en revue à partir de Kohlberg les différentes motivations qui nous poussent à être éthiques. Donc Kohlberg, qui s'inspire des travaux de Piaget, détermine 6 stades dans l'évolution éthique d'une personne. Et dit que donc le premier stade, c'est le stade en général, non, c'est pas forcément de l'enfant, mais donc le premier stade, c'est on est éthique pour éviter pour être dans l'obéissance et éviter une punition. Donc la question qui motive la personne, c'est comment éviter une punition. Donc si on l'applique au coaching, ça pourrait être comment je peux éviter d'être radié de l'ICF ou de la SF Coach. Ce qui est important pour moi, c'est de rester, garder mon accréditation. Donc comment éviter la radiation.
Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'intérêt personnel. Donc la personne, elle réfléchit à « et moi dans tout ça ». Donc la personne à ce stade a une relation assez instrumentale aux autres et à l'organisation. Donc la personne va résoudre ou justifier ou discuter son problème éthique par rapport à l'intérêt qu'elle y voit. Donc dans cette entreprise, j'aimerais bien rester référencée. Ça a été difficile d'être référencée, donc j'aimerais bien continuer à être bien perçue, j'aimerais gagner cette mission, j'aimerais ne pas perdre de l'argent avec ce gros client. Donc là, c'est plus un rapport instrumental à l'éthique. Le troisième niveau, on est dans la conformité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu au début. L'éthique, on n'aime pas trop en parler, parce qu'avec ses collègues, on risque, si on partage avec eux nos défis éthiques, on risque de passer pour un mauvais coach. Donc, que va-t-on penser de moi? Comment puis-je être accepté dans ma communauté comme un bon coach? Et donc, on va se conformer, là, dans ces décisions éthiques. On va être guidé par ce que font les pairs. On va faire comme ces pairs pour être accepté dans la communauté. Le quatrième niveau, on se situe au niveau de l'autorité et du maintien de l'ordre social. Donc, c'est le contrat, donc le code de déontologie, qui a pour but de finalement maintenir l'ordre dans la profession des coachs. Le code de déontologie, il est là pour essayer de maintenir l'ordre et dicter ce qui semble une ligne de conduite à adopter. Et donc là, le coach va justifier ou va aborder le problème éthique comme une question de respect du code de déontologie. Le niveau, on va dire, supérieur, c'est le niveau que Kohlberg appelle le contrat social, qui va finalement questionner le contrat, qui va questionner la déontologie. Et finalement, la déontologie, est-ce qu'elle sert bien les intérêts de mon client? Je pense à un coach qui dit ce code de déontologie qui a fait du mal au client. Si j'avais pas suivi le code de déontologie, j'aurais pas fait de mal à mon client. Donc, le coach ici va se poser la question, finalement, le code de déontologie sert-il bien les intérêts de mon client? Et donc là, on aborde la question de la construction sociale du code. Puisque finalement, les codes de déontologie résultent tout le temps d'une construction sociale. Et donc font autorité à un moment donné parce qu'ils ont été édictés par des personnes qui, à ce moment, étaient considérées comme légitimes, représentant une autorité dans la profession. Mais finalement, est-ce que le code est bon? Le sixième niveau, alors je vous rassure, on est très peu à ce niveau-là. C'est Gandhi, Martin Luther King, donc très peu de personnes, selon Kohlberg. C'est finalement la personne va vraiment questionner la moralité et les valeurs et être prêt à se sacrifier pour ce qu'il croit être bien, ce qu'il croit être éthique. Là, ça me rappelle une coach qui dit « ça me fait du mal, finalement, c'est pas si grave parce que j'aurais fait du bien pour le client. C'est ça qui est le plus important. » Donc, c'est l'idée un petit peu du sacrifice pour ce qu'on croit être bien, ce qu'on croit être éthique. Et il y a des travaux qui sont assez proches, qui ont été développés par Robert Keegan, qui est aussi un Américain, qui, lui, travaille sur les ordres de conscience. Et donc, il a développé une typologie en 5 ordres de conscience. Et alors là, donc j'ai découvert ces travaux au travers d'une doctorante américaine qui a travaillé sur les ordres de conscience chez les coachs. Et est-ce que finalement les coachs formés, accrédités et expérimentés ont un ordre de conscience supérieur, donc sont capables de davantage gérer la complexité? Et malheureusement, ces travaux montraient que non. Alors évidemment, la question que je vais poser aussi, c'est finalement, faut peut-être voir le type de formation. Et j'espère que des formations comme soutenues par la FAP sont plus capables de développer la capacité du coach à gérer la complexité. Mais finalement, donc Robert Keegan, je vais essayer d'utiliser un peu ses travaux aussi pour aborder l'éthique.
au niveau 3, le coach a un ordre de conscience qui est aussi dans le respect du contrat, le respect de la loi. Et donc, le coach va, selon moi, à ce niveau, va définir le problème éthique par un problème de code de déontologie, par un problème de contrat. Au niveau 4, selon Keegan, la personne a réussi est l'auteur de sa propre vision du monde. Un niveau 3, il est dans la conformité sociale. Niveau 4, la personne est l'auteur, donc il y a des liens avec ça, hein, est l'auteur de sa propre vie, de sa propre vision du monde. Donc ma collègue disait que ça peut être des gens qui ont créé leur propre école de coaching, qui ont leur propre modèle de coaching, donc qui se détachent un petit peu des modèles dominants pour mettre leur propre... ils sont auteurs, voilà, ces personnes sont auteurs. Et dans le niveau 4, les personnes, donc le coach, typiquement à ce niveau, va justifier le problème éthique par un problème de valeur, alors qu'au niveau 3, c'est un problème de code de déontologie. Et au niveau 5, la personne est dans la capacité à embrasser la complexité, à faire des liens entre les différents systèmes de valeurs. Et pour moi, à ce niveau, alors ça c'est des choses qui sont encore en construction, mais pour moi, à ce niveau, le coach va utiliser le défi éthique comme un outil de travail avec le coach, avec le coaché. Donc au niveau 3 et 4, le coach va plutôt essayer d'éviter le défi éthique, le problème éthique, et de le résoudre. Hein. On le met sous le tapis. Et au niveau 5, le coach est à l'aise avec l'ambiguïté, à l'aise avec les contradictions, et puis il va l'utiliser comme un outil de travail. Et donc c'est ce que je disais au début de la conférence sur l'analyseur. Le coach va utiliser avec son coaché le défi comme un analyseur, et ça peut être aussi pour les superviseurs avec les coachs, utiliser le défi du coach comme un analyseur d'une évolution professionnelle. Alors oui, très important, ce que je voulais vous dire aussi. Ce qui m'a semblé intéressant par rapport au dilemme éthique, c'est que finalement, il me semble que le dilemme éthique, le coach a un dilemme éthique parce qu'il est en tension, il est entre deux niveaux de conscience, si on suit qui gagne. C'est-à-dire que je suis entre respecter le code de déontologie et respecter mes valeurs. Je suis entre niveau 3 et 4, je suis entre les deux. Si j'étais au niveau 4, j'aurais pas de problème pour suivre mes valeurs. Si j'étais seulement au niveau 3, je ne me préoccuperai pas de mes valeurs. Donc pour moi, le défi éthique, le dilemme éthique, il est un révélateur d'une évolution professionnelle du coach qui est en évolution entre des différents niveaux de maturité éthique. Hein, si on prend Keegan 3 et 4 ou si on prend ces niveaux-là aussi. Je suis entre respecter l'ordre et respecter, questionner la loi. Hein, je suis entre niveau 4 et 5, entre respecter l'ordre et questionner la loi. Donc ça me paraît assez intéressant. Donc comme je le disais, à la fois par exemple pour les superviseurs pour travailler avec leur coach, pour les aider à clarifier ce qui est important pour eux, leurs valeurs, et aussi pour les coachs avec leurs clients, pour les faire réfléchir sur finalement je pense à un coach qui me disait avec ce client, il n'y avait rien qui passait, je ne ressentais pas d'émotion, je ne ressentais rien, il y avait un mur. Et en fait, c'est aussi ce que je ressentais moi, était un analyseur des problèmes qu'elle avait dans son équipe. Et on n'était pas censé se parler de ces problèmes affectifs, émotionnels, mais finalement, j'ai décidé de prendre le risque. Et ça, c'est autre chose aussi qui est important, intéressant, l'idée que se conformer au code, c'est finalement ne pas prendre de risques. Et le coach qui dit, mais finalement, mon job, c'est aussi de prendre des risques, mesurer, mais de prendre des risques. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ce qui est ressorti des entretiens, c'est que finalement, suivre le code, c'est peut-être pas si bien. Est-ce que je suis vraiment éthique ? Est-ce que je suis vraiment efficace ? Donc c'est aussi l'idée que le code n'est pas toujours ce qui va me permettre d'être un bon professionnel dans l'idée, si on suit l'idée de la prise de risque comme quelque chose qui va conduire à un résultat positif. Donc voilà, le dilemme éthique comme un analyseur d'une évolution
personnel, professionnel. Donc une fois encore, je vous dis, dis-moi quel est ton défi éthique, je te dirai qui tu es ou où tu en es dans ton chemin professionnel ou chemin éthique. Et parfois, le dilemme éthique que le coach rencontre est un analyseur d'une évolution organisationnelle, de ce que je pense à ce coach qui dit, finalement, j'ai tiré une sonnette d'alarme en allant voir la RH que d'autres ont tiré après moi. Et donc, au travers de ce défi éthique, le coach avait mis le doigt sur quelque chose qui était dysfonctionnant dans l'organisation. Donc, en conclusion partielle, je vais reprendre les propos d'un coaché je lui avais posé la question, finalement, qu'est-ce qui est pour vous le plus grand défi pour être un meilleur coach ? Et donc, il me dit, je pourrais peut-être le résumer dans un paradoxe, qui serait d'être sûr de son doute, ou sûr dans son doute. Parce que pour moi, le questionnement permanent, la remise en question, je ne parle pas de remise en question, seulement de remise en question intellectuelle, c'est aussi de pouvoir capter des impressions, des feelings, des émotions. Donc, savoir interroger ça en permanence et le remettre en question. Ça, c'est le doute. Et de pouvoir se dire de manière solide, ferme, rassurante, que cette espèce de doute, qui est un truc ramolli, inquiétant, c'est ce qui va nous rassurer. Oui, c'est peut-être autour de ce challenge-là qu'il y a des enjeux pour être un meilleur coach, avec des guillemets, et en permanence. Ça demande beaucoup d'énergie, en tout cas, ça me demande beaucoup d'énergie. Et donc, le coach de dire, le jour où j'arrêterai de douter, j'arrêterai d'être coach. Donc voilà, je vous souhaitais terminer avec ce verbatim, à la fois pour rendre honneur aux interviewés et puis pour rester dans une interrogation et ouvrir aux questions. Bien, quelques mots avant de vous passer la parole. Donc, reprendre la parole après Pauline, vous savez, c'est quand même un défi, puisque Pauline qui nous fait progresser sur ce chemin de la maturité éthique. Donc, quelques mots quand même pour situer un peu le moment du débat. Donc, avec d'abord une définition, et puis ensuite quelques mots autour de deux mots, disposition et dispositif. Alors une définition, je crois que c'est quand même important de la rappeler, la définition de l'éthique. Le terme éthique, il vient du grec, éthikos, et il signifie les mœurs d'une communauté. Robert Laffont, dans son dictionnaire, qualifie l'éthique de science, une science qui a pour objet le jugement d'appréciation en tant qu'il s'applique à la distinction du bien et du mal, c'est-à-dire des actes qualifiés de bons ou de mauvais. De manière plus générale, on dira que l'éthique est la résultante d'un jugement d'appréciation sur les actes qualifiés de bons ou mauvais. Si l'on s'en tient à cette dernière définition, on voit que l'éthique ne peut donc être que le résultat d'une réflexion, d'un débat, d'une dispute, disaient les Grecs anciens, d'une confrontation de points de vue différents, car ce qui nous intéresse est du registre de l'éthique pratique. Il n'y a donc pas de position éthique vis-à-vis d'un dilemme sans un processus et des méthodes permettant une exploration, une analyse et une compréhension des enjeux de pouvoir, entre autres, d'une situation au niveau individuel, groupal, organisationnel et institutionnel pour construire de manière dialogique une réponse éthique. Deux mots maintenant pour terminer. Le mot disposition. Deux réflexions à propos de ce mot. La pratique du débat nécessite, selon moi, d'avoir une conception humaniste, constructiviste, dialectique de la confrontation, basée sur l'écoute, le respect des personnes, l'argumentation et la conviction que le dépassement d'une contradiction ne peut se résoudre que dans l'exploration de la singularité des positions subjectives des uns et des autres. Thèse, antithèse, synthèse, les trois moments de la dialectique de Hegel. Deuxième réflexion autour du mot disposition, n'est-il pas préférable, lorsque c'est possible, de prendre des dispositions de prévention en matière d'accompagnement pour éviter de se retrouver face à certains dilemmes? Un exemple en coaching d'équipe,
ne peut-on pas mettre en œuvre le principe de restitution d'emblée, dès le début de l'accompagnement? Principe de restitution qui consiste à énoncer clairement à son client, en début d'accompagnement, que toute information recueillie par le coach, dans les couloirs du coaching, c'est-à-dire au moment des repas, au moment des pots, au moment tous ces moments où les gens viennent vous voir pour vous glisser quelques mots, que toute information sera susceptible d'être restituée à l'équipe par le coach afin de faire progresser l'intervention. Enfin, quelques mots autour de dispositifs. Pour parler de la supervision. La supervision individuelle ou en groupe est une activité de régulation, comme vous le savez, de la pratique d'un professionnel de l'accompagnement pour améliorer la qualité de son agir professionnel en cohérence avec les référentiels, la déontologie et l'éthique pratique de la profession. Pour Martine Voll, l'espace de supervision permet aux supervisés de réfléchir à leur pratique professionnelle et à leur fonctionnement en situation d'accompagnement, d'appréhender le sens des interventions mises en œuvre, de confronter des paradigmes et des cadres de référence entre pairs lorsqu'elle est collective, de révéler par ricochet ou résonance des zones encore aveugles pour le coach. Il en résulte, dit-elle, un élargissement de la pensée et de l'action professionnelle et personnelle, une acceptation de la singularité individuelle, un renforcement de la légitimité et un sentiment de créativité et de liberté dans un esprit de recherche et de développement. La supervision est un espace de libre parole, à l'intérieur d'un cadre construit par un pair expérimenté, choisi par un coach, qui accepte d'être un compagnon de route pour contribuer au développement de sa réflexivité et de ses savoirs d'action. Rappelons qu'il n'y a pas de pensée sans langage. C'est par le langage que nous construisons notre pensée, et la supervision permet la circulation entre la pensée et l'agir professionnel du coach. Et enfin, pour terminer et vous donner la parole, je reprendrai une question que j'ai évoquée peut-être rapidement, mais qui est une question importante sur laquelle je veux terminer. Sommes-nous libres dans notre tête pour aborder aujourd'hui la question de l'éthique? Voilà, la parole est à vous. Fabienne Alvarez, je suis enseignant-chercheur à l'Université des Antilles et actuellement en formation de coaching. Voilà. Ma première question, c'est sur le modèle de Kohlberg et sur cette idée qu'on va nécessairement vers une évolution dans la maturité professionnelle du coach. Et je me demandais si finalement, d'une part, la diversité des situations rencontrées avec des enjeux qui peuvent être de nature très différente, et sur aussi les moments dans les tranches de vie du coach, etc. Est-ce que finalement on peut considérer qu'une fois qu'on a passé un palier ou qu'on est à un niveau, qu'une situation ne va pas poser d'autres questions? Donc ça, c'était ma première interrogation sur l'idée qu'on évolue forcément vers quelque chose et que une fois qu'on est à un niveau, que chacune des situations rencontrées va nous amener vers le haut et qu'on ne sera pas amené à questionner d'autres niveaux. Et ma deuxième interrogation, c'est sur le dernier niveau, sur l'idée de principe éthique universel. Parce que dans ma compréhension, justement, ce qui permettait de faire une différence entre éthique et morale, c'est justement, et c'est la définition qu'a rappelé Dominique Jaillon à la fin, sur mœurs d'une communauté ou jugement. Et donc, on serait dans cette idée que, justement, l'éthique n'est pas universelle. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut arriver à ou travailler sur ce 6e niveau. Alors, par rapport à votre première question, je ne sais pas si j'ai tout à fait bien compris, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est pour ça que j'ai terminé sur la conclusion, sur le doute, c'est-à-dire que le coach est en permanence confronté à des nouveaux dilemmes éthiques en fonction de son évolution, donc c'est jamais terminé. Comme disait ce coach, le jour où j'arrêterai de douter, j'arrêterai d'être coach. Et donc, l'idée, c'est que au fur et à mesure de son évolution professionnelle, le coach va se poser les problèmes éthiques, va aborder la question éthique d'une manière différente. Donc au début, plutôt par rapport au respect du code, après plutôt par rapport à ses valeurs, et après plutôt par rapport à une capacité à embrasser l'ambiguïté et à être bien avec l'ambiguïté. Est-ce que c'était votre question ? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ?
En fait, je vais reprendre ce que vous venez de dire. On peut être capable de bien gérer l'ambiguïté, comprendre la complexité, mais pour autant, à un instant T, parce que la situation le demande, trancher par rapport à un intérêt personnel ou opter pour une solution qui met en conformité. Et donc, l'idée qu'il y a vraiment un ordre et que cet ordre traduit une progression, c'est cette idée-là qui me gênait par rapport à un panier de possibilités où on piocherait. Alors là, ça me fait penser à REST. Donc, c'est un autre chercheur que vous connaissez peut-être. Ouais. Un autre chercheur donc, qui va plus... Oui, parce que c'est vrai que Kohlberg, il présente comme une évolution en termes de progression, alors que REST, je ne me souviens plus de son prénom, lui parle de 4 composantes éthiques. Donc, la capacité à être conscient, donc la conscience éthique, la capacité à faire prendre un jugement éthique, la capacité à être motivé éthiquement et la capacité à finalement avoir les dispositions, le caractère, il appelle ça éthique, caractère éthique. Le caractère, les dispositions éthiques. Et en fait, dans un des articles que j'ai écrit en anglais qui dit... le titre, c'est donc finalement, j'essaie de le traduire en français, c'est le code ne convient pas à tout le monde. Bon, one size does not fit all. Donc, voilà, le code ne convient pas à tout le monde. J'expliquais dans les discussions des résultats que finalement, le code de déontologie, il sert surtout à développer la conscience éthique, ethical awareness. Donc, je suis conscient qu'il y a un problème éthique. Je suis conscient que il ne faut pas que j'ai des relations sexuelles avec mon client. Donc, ethical awareness. Donc, ça c'est pas bien. Hein, je ne devrais pas faire ça. Donc, le code sert à développer ethical awareness et ethical judgment. Donc, la capacité à prendre une décision. Dans cette situation, je dois travailler dans la synthèse des intérêts du coaché et du client. Selon le code de la SF Coach. Okay, donc, je vais essayer de travailler dans la synthèse. Donc, le code sert à développer ethical awareness, ethical judgment, mais le code ne sert pas à développer la motivation et ethical character. Si je suis une personne éthique naturellement, le code ne va pas... et donc, c'est dans cet article, on a essayé de discuter les limites des codes éthiques, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai sauté cette diapo. Mais finalement, c'est pas grave, ça nous donne plus de temps de discussion. Donc, c'était une diapo sur les limites des codes éthiques. Et donc, dans l'article qu'on a écrit, on a essayé de discuter les conséquences de ces limites que les coachs avaient identifiées par rapport au code et comment est-ce qu'on pourrait peut-être... on incitait notamment les associations à réfléchir sur la manière dont ils utilisent les codes dans la pratique du coaching, puisque les coachs, au travers des entretiens, avaient dit le coach n'est pas pertinent, il ne couvre pas toutes les situations, il ne fait pas autorité auprès du client. Je pense à cette coach qui dit auprès de ce coaché, inutile de mentionner le code de déontologie de la SF Coach, il n'en a rien à faire. Donc, il ne fait pas autorité auprès du client. Le code a des limites, donc il ne se suffit pas à lui-même, il est trop simpliste, il est trop rationnel, il est trop rigide, il s'oppose à la rationalité économique, ou il fait obstacle à l'éthique du coach. Donc, il est en contradiction avec mes valeurs, il me fait prendre parti, il exclut le dialogue, il ne donne pas un droit de regard, un droit d'expression, et il n'empêche pas la manipulation du coach. Donc, dans cet article qu'on a écrit, on a présenté un petit peu en détail toutes ces situations, on a donné des illustrations, et on a conclu sur finalement à quoi servent les codes aujourd'hui. Et donc, ça me fait penser à ce que disait Madame, il reste, qui lui ne raisonne pas en termes de stade, mais raisonne en termes de puzzle, en fait, des composantes. Ethical awareness, judgment, character et motivation. Donc lui, c'est pas... Voilà, vous avez différentes théories par rapport au... Et donc la deuxième question, c'est vous posez la question de finalement un peu la construction sociale des codes, la construction sociale de l'éthique, et dans quelle mesure on peut avoir une éthique universelle si on part du principe que l'éthique est toujours socialement construite. Je sais pas, j'ai un peu beaucoup parlé. Dominique, tu veux pas parler?
Non, mais vas-y, réponds. Non, après, je compléterai. Non, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Moi, je pense que vous avez raison hein, de souligner ce qui peut apparaître comme une contradiction. Ceci dit, je pense quand même que si on pousse la réflexion éthique, on arrive à des principes universels, mais qui sont peut-être pas liés à ce moment-là à une profession donnée, hein, mais qui rejoindraient les grands interdits qui sont fondateurs de la société. L'interdit du meurtre, de l'inceste, du vol, du viol, enfin, etc. Des grands interdits, voilà. Mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Pour compléter sur la première question, je pense que aussi, encore une fois, il faut mettre en relation éthique et réflexivité. Et parler de la réflexivité critique, c'est-à-dire de la capacité dans un article écrit par Pauline, par Muriel Molinier, et puis une autre collègue dont j'ai oublié le nom, Marussia. Voilà, donc vous faisiez la distinction entre la réflexivité, le premier niveau de la réflexivité, se prendre soi-même comme objet d'observation et de recherche, mais le deuxième niveau, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, beaucoup plus déstabilisant, intellectuellement et émotionnellement, c'est la réflexivité critique, c'est-à-dire la capacité vraiment à réexaminer sans cesse ses points de vue, ses positions, ses convictions, etc. Hein. Donc, je pense que cette association avec la notion de réflexivité critique contribue aussi à situer, peut compléter transversalement la question des niveaux. Voilà. Oui, la réflexivité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui est ressorti des entretiens face à finalement aux limites des codes, l'importance de la réflexivité. Oui, tout à fait, oui, c'est essentiel. Bonjour, Elisabeth Noll, je dirige une équipe de coach interne dans une entreprise qui est Orange. Je me disais que quelque chose qui pouvait traverser également les différents niveaux d'évolution, de maturité. Moi, il me semble qu'on néglige la dimension de l'environnement à ce moment-là et de l'impact. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai une conception de l'intérêt personnel qui peut traverser tout ça. C'est-à-dire que même quand je suis prêt à me sacrifier pour ce qui est bien, c'est je viens servir une valeur qui pour moi est importante et je suis alignée à ce moment-là avec le fait de faire du bien pour l'autre. Et donc, à ce titre-là, je satisfais également mon intérêt personnel. Alors, c'est pas un intérêt économique, mais c'est une forme d'intérêt personnel. C'est-à-dire, je viens nourrir quelque chose qui est important pour moi. Je trouve dans tous ces niveaux-là qu'il y a on peut voir ça comme une satisfaction de l'intérêt personnel quand je me satisfais à la conformité à mon besoin d'adhésion. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, j'ai une valeur qui peut être importante, qui personnellement que je vais venir nourrir. Donc il me semble que l'intérêt personnel peut traverser tout ça et en même temps être tributaire des contraintes d'environnement. Moi aujourd'hui je suis coach interne, donc je suis salarié d'une entreprise. Il est évident que pour moi, si je n'ai pas de risque par rapport à mon emploi, j'ai un risque économique qui est nettement plus faible que quelqu'un qui vit de ça. Et je pourrais à un moment avoir une position très dure ou très ferme parce que éthiquement et en termes de valeurs, je pourrais avoir un discours qui dit que cette situation est inacceptable. Maintenant, si moi, dans l'échelle de mes valeurs, et vous avez parlé de priorisation, à quoi je suis loyale, et si ce à quoi je suis loyale, c'est faire manger ma famille et apporter à manger et un toit à mes enfants, je vais réorganiser mes propres valeurs. Est-ce que pour autant, je ne suis pas éthique ? Et je pense que la question de l'environnement, c'est-à-dire de les conditions dans lesquelles j'exerce, vient apporter une dimension qui n'est pas négligée dans ces dimensions éthiques. Et je manage une équipe de 9 coachs. C'est vrai que nous avons des questions d'éthique par rapport à l'organisation, à quoi je suis loyale, à l'organisation, à mon client, etc. Et on est en permanence en train d'avoir un curseur, et je vois bien que parmi les 9 personnes, toutes n'ont pas le curseur au même endroit. Et en même temps, quelquefois, je leur dis, et il y a aussi une autre dimension, et si aujourd'hui l'environnement changeait ?
votre entreprise devient moins favorable au coaching interne, votre poste est menacé, etc., etc., etc. Donc, cette question de l'environnement, du contexte, pour moi, elle est... je dirais que c'est presque ça qui va me gêner le plus dans l'éthique. Oui, je pense que quand vous parlez d'environnement, moi je pense, et je fais un lien avec ce que disait Dominique sur les conditions de la liberté. C'est ça. Quelles sont les conditions pour être libre de faire des choix éthiques ? Et donc, bon, je ne sais pas s'il y a eu des études de fait sur voilà, comment dire, le degré de corrélation entre son aisance financière, son expérience professionnelle, mais certainement ne pas avoir une certaine aisance financière permet d'être sans doute plus éthique, d'avoir plus de liberté. Juste la dernière chose aussi qui m'a interrogée, c'est, j'essaie de me dire, un coach qui a des valeurs qui sont en opposition avec les valeurs du coach du code de déontologie, et du coup ça rejoint ce que vous disiez, ça m'a interrogée. Je me dis, mais tiens, dans quelle situation ça peut arriver ça ? Voilà, c'était juste une interrogation. Dans quelle situation ça pourrait ? Un autre point aussi intéressant, c'est, et qui est souvent ressorti quand j'ai parlé à des universitaires, c'est la question de l'opposition entre le code de la SF Coach, enfin le code de l'ICF ou de la SF Coach, et le code de l'organisation. Et comment est-ce que le coach peut gérer ces conflits quand il y a des tensions entre les deux codes éthiques. Bonsoir, je suis Maya Gonbaro, auteure d'un ouvrage sur le management éthique. Je fais du coaching également. Je voulais simplement, avant d'intervenir à titre personnel, voir si j'avais bien compris ce que vous aviez dit, en reformulant, est-ce qu'il s'agit, dans ce que vous avez avancé, d'un élargissement du cadre éthique, du questionnement éthique ? Par rapport à ce que vous appelez environnement. Est-ce qu'il s'agit justement de sortir un petit peu de la pratique du coaching pour ajouter une sorte de cercle qui intégrerait justement les contraintes, vous parliez de liberté, donc d'autres contraintes et qui viendraient influencer la pratique du coaching? Le concept d'extrospection que Danilo Martuccelli a eu l'occasion d'exposer dans le cadre de la FAP, l'extrospection, telle qu'il a défini, c'est justement la capacité de l'individu à mesurer combien il est déterminé par la société qui l'entoure. Voilà. Donc quand vous parlez de l'environnement, je crois qu'effectivement, en revenant toujours sur la notion de réflexivité, mettre en œuvre cette recherche en termes d'extrospection, c'est se demander en permanence en quoi, par exemple, la technologie façonne notre manière de voir le monde, notre rapport aux autres, notre rapport au temps, etc. Voilà. Et donc, environnement, oui, mais comment l'environnement nous impacte, nous façonne, à l'insu de notre plein gré, d'ailleurs, on pourrait dire. Ouais. Voilà, mais je vous redonne la parole, hein. Ce n'était pas pour couper votre question. Non, ma question est autre. Je voulais réagir à l'alliance de mots. Là, c'est la littéraire qui parle. Vous avez utilisé une alliance de mots qui me semble, au vu de ma perception de l'éthique, un petit peu choquante. C'est le code éthique. Pour moi, il saurait y avoir de code éthique. Il y a un code déontologique. Mais tout à fait. Donc là, vous rejoignez Dominique Jaillon qui m'a fait la même remarque. Et en fait, en anglais, on dit ethics. Code of Ethics. Ethics, donc voilà, c'est intéressant. Et c'est intéressant. J'explique pourquoi je suis un peu sensible à la question. C'est parce que j'ai deux grands référents qui sont Jung d'une part, à savoir l'éthique, c'est vraiment chercher l'équilibre entre deux pôles opposés, donc être constamment tiraillé entre des questionnements très opposés, et c'est quelque chose d'un tiraillement permanent. Et Edgar Morin qui parle également d'auto-éthique, et c'est un
une auto-analyse permanente et qui parle aussi de lutte contre la moraline. Là, ça va au-delà de la morale, c'est-à-dire la morale courante. La moraline étant la morale courante. C'est au-delà de la morale noble, on va dire, qui est partagée par tous. C'est un petit peu ce que tout le monde s'accorde à trouver à un moment donné moral. On ne sait pas pourquoi, c'est la mode, voilà. Donc à lutter contre ça et à se poser constamment des questions et sur sa morale et sur son éthique. Je m'appelle Luc Pouillet, je travaille aux cours municipaux d'adultes de la ville de Paris, donc à la mairie de Paris, où je suis responsable d'un pôle dit d'ingénierie pédagogique. Et je me demandais, dans votre présentation des dilemmes et des motivations éthiques, si vous ne sous-estimiez pas la dimension plus systémique de tout cela. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous présentez donc effectivement on a l'impression que les choses se jouent entre le coach et le coaché, même si vous avez évoqué le code de déontologie, donc l'appartenance professionnelle ou l'appartenance à une profession du coach. Vous évoquez effectivement le client, mais j'ai l'impression que et le dilemme et les motivations éthiques sont finalement fonction de ce qui va se jouer entre la globalité des acteurs et des acteurs qui ne sont pas nécessairement en opposition de valeurs. C'est-à-dire que, alors là aussi, il y a des cultures de clients qui vont être plus porteuses que d'autres, mais il y a toujours de la négociation, me semble-t-il. Moi, je ne suis pas coach du tout, mais j'ai le sentiment que c'est plus complexe que ce qui apparaît dans les schémas que vous avez présentés. C'est-à-dire que, par exemple, j'imagine que pour ce qui est du coaching externe, il y a quand même il y a une négociation qui se joue entre le coach et l'entreprise. Donc il y a comme une espèce de charte de départ qui peut se négocier, il y a de la négociation, que par ailleurs, quand on semble trop facilement opposer les intérêts de l'entreprise et les intérêts du coaché, il se trouve quand même que le coaché, et on peut lui faire découvrir ça aussi, il a bénéficié de cette entreprise, il est marqué par cette entreprise, il a épousé ses valeurs ou ces 10 valeurs, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça est toujours plus complexe et ça joue en termes de négociation et de relations entre différents acteurs. Alors après, dont certains sont plus puissants que d'autres, peut-être. Mais voilà, c'était juste... Comment dire, j'ai l'impression que la dimension systémique, elle est présente dans ces questions éthiques, puisque... S'il y a conflit, en général, s'il y a dilemme éthique, c'est parce qu'il y a justement un conflit de loyauté entre l'organisation et le client. Si c'était un coaching personnel, un live coaching avec un client, il n'y aurait pas cette tripartite, cette dimension tripartite. Et j'ai une étudiante qui fait un doctorat professionnel à Grenoble École de Management, qui travaille sur les agendas cachés dans le coaching, donc qui a proposé de développer une approche par la stakeholder theory du modèle de coaching, et donc qui identifie tous les agendas dans le coaching, les agendas explicites, les agendas implicites, et les acteurs primaires, secondaires qui vont venir influencer le coaching. Donc j'ai envie de dire que s'il y a défi éthique, c'est parce qu'il y a justement une vision. C'est parce qu'il y a justement une vision systémique et une appréhension du système, des différents acteurs. Sinon, il y aurait juste... Oui, mais est-ce qu'on n'est pas... Oui. Mais j'allais dire, c'est accru. La présence de l'organisation accroît les défis éthiques. Donc juste moi aussi, pour remettre ma touche de praticienne, je pense que c'est important de revenir à ta méthodologie, c'est-à-dire que tu es partie de situations. Et pour moi, effectivement, on a bien remis en tension à quel point l'éthique, elle est avec des grands principes universels, mais elle part vraiment de toutes petites situations qui nous posent problème dans le réel. Voilà. Et moi, j'aime bien, je faisais partie des personnes qui t'ont répondu, et j'aime bien qu'on rappelle ça, c'est-à-dire que c'est un caillou dans notre chaussure. Voilà. Donc ça, c'est juste pour... spécifié. Et donc j'ai eu la chance de lire quelques-uns de tes articles, et en effet moi j'aimerais bien que tu reviennes, si tu peux nous faire juste comme ça quelques petits coups comme ça sur justement ce code of ethics qui moi aussi quand j'ai lu tes articles ça m'a fait quelque chose
de le lire comme ça dans l'univers effectivement du coup anglo-saxon. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme ça de manière pas du tout théoriquement fondée, pas du tout sérieux sur le plan chercheur, mais quelques highlights de comment est-ce que ces questions que tu poses là et que tu présentes à un public français alors que tu es chercheur aux États-Unis, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de comment eux ils le vivent, ils le posent, ils le triturent, ils le mâchonnent, alors même que chez eux, ça s'appelle Code of Ethics, et je trouve que ça dit déjà quelque chose de l'univers culturel. Voilà, donc je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus, peut-être c'est juste pendant le cocktail, mais moi j'ai beaucoup de curiosité aussi autour de ce grand écart que tu fais, en allant effectivement ailleurs que dans notre univers ici. Voilà. Et je trouve que là aussi, il y a un analyseur qui est pour nous français, donc moi je suis pas à l'ICF, qui pour moi française est très intéressant. Mais je sais pas si ma question elle est pas trop grosse. Voilà, tu vois ce que tu peux faire. Après, quelque chose que moi j'aimerais bien faire, c'est, j'en avais déjà parlé un peu avec les personnes de l'ICF, c'est de voir comment est-ce que je crois que le code ICF a été traduit purement et simplement de la version anglaise, mais ça serait intéressant de réfléchir sur cette question. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait d'entretien avec des coachs. Ma collègue Dima, avec qui on a écrit l'article de Zoro à Polichinelle, a fait 10 entretiens avec des coachs américains. Donc j'ai du mal à répondre à ta question parce que je vous ai interviewé j'ai interviewé un public français, donc j'ai pas encore travaillé sur le public américain. Mais mon anticipation, c'est que l'aspect du respect du contrat sera beaucoup plus important. Hein. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que le syllabus de cours, le plan de cours, hyper important. Tout ce qu'on fait, ça doit être marqué dans le syllabus. Si c'est pas marqué, on peut avoir des problèmes. J'ai eu un élève qui a perdu qui m'envoie un mail en me disant que sa grand-mère est décédée, donc il peut pas venir à l'examen. Donc je demande un certificat de décès et donc la secrétaire me dit: est-ce que c'était marqué dans ton syllabus? Hein, donc c'est vraiment la culture de le formel, la contractualisation. Donc j'anticipe par rapport au public français, au coach français, mais peut-être que j'ai tort, que l'importance des sorties de contrat sera plus importante, de la mise en, donc on sera plus au niveau 4, le respect du contrat, et que j'anticipe, mais peut-être que j'ai tort, que la dimension de la réflexivité, de la place accordée aux superviseurs sera moins importante, puisque a priori la France est connue pour être un pays où la supervision est beaucoup plus développée qu'aux États-Unis. Donc j'anticipe que dans mes entretiens, on va dire 80% des gens ont résolu, ça se dit, leur conflit éthique en allant voir leur superviseur. J'anticipe qu'aux États-Unis, ce sera moins le cas. Donc plus d'accent sur la formalisation, sur le respect du contrat et moins de débats réflexifs. C'est ce que j'anticipe. Jean-Louis Crescent, donc je suis coach, formateur et superviseur de coach. Alors je trouve qu'on tourne autour d'un sujet qui me paraît très intéressant, hein, c'est-à-dire le coach, son dilemme éthique et son environnement, là, comment on évite l'enfermement. Je trouve très stimulant l'idée que le dilemme éthique pourrait être un objet de travail et doit être un objet de travail à un moment ou à un autre entre le coach, le coaché, en effet, alliance, et les différentes parties prenantes du processus de coaching, hein, y compris l'organisation tout entière peut-être à un moment donné. Donc je crois que c'est pas seulement une voie de solution. Je pense que l'erreur, ce serait, et peut-être même sur le plan de la méthodologie de l'étude, là il y a un biais quelque part, qui serait de penser que le dilemme éthique appartient au coach, que c'est quelque chose qui lui arrive à lui. Ça arrive chez lui, bien évidemment, parce qu'il est tiers et il est révélateur de quelque chose qui se passe dans le système, avec le coaché, avec le système le co-contractant du coaching, qui se passe dans l'organisation. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, le dilemme, mais c'est pas à lui de le résoudre, évidemment. Ça lui appartient pas, cette histoire-là. Simplement, il est témoin de ça. Hein. Ça se passe à l'occasion de lui, comme on dirait en Gestalt. Voilà. Et donc, à l'occasion de lui, il faut absolument pas qu'il garde la balle. Il faut absolument qu'il appelle les autres en disant: attendez, là, il y a un match
je vais pas jouer tout seul, ça. Hein. Sortons de cet enfermement et revenons dans la question essentielle qui est le coach en position de tiers, y compris face à son dilemme de coaching, d'éthique. Oui, je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous dites sur... voilà, il le récupère. Et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur l'analyseur organisationnel. Utiliser... Donc je disais le défi éthique comme un analyseur individuel de mon évolution personnelle en tant que coach, mais aussi le défi éthique comme un analyseur organisationnel. C'est-à-dire, comme vous dites, je reprends vos mots, je récupère ça. Et donc, on peut avoir cette vision de culpabilité, je sais, mais non, en fait, je suis un signal. Hein, c'est le signal, c'est l'idée de l'analyseur, le signal d'un problème plus large à utiliser comme outil de travail. Mais bon, je pense que c'est là la responsabilité que nous avons, hein, de ne pas mettre ce truc-là sous le boisseau, de prétendre trouver de la solution tout seul, voire avec son superviseur. Hein. À mon avis, le superviseur, il peut être une voie de passage pour dire qu'est-ce que je fais de ce truc-là, mais c'est pas moi qui vais faire. Et au fond, on s'intéresse au dilemme du coach. C'est la question du coach dans un premier temps, mais c'est aussi la question de l'ensemble. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait un travail de mise en relation, on va dire, des types de dilemmes avec l'efficience ou la réussite du coaching? À quel moment, finalement, cette question du dilemme joue ou pas, et dépendante ou pas, de la mise en œuvre et de la réussite du coaching lui-même? On peut imaginer effectivement que un coach se pose un dilemme, je dis, au niveau de la déontologie, et finalement permettre, à travers cette question-là, d'accompagner et de faire réussir un coaching. Il peut se poser la question à un niveau d'éthique universelle et contribuer à un échec du coaching. Donc, au fond, est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre en relation la nature éthique du problème posé avec la réussite de ce qui va être ensuite conduit dans le cadre du coaching lui-même? Vraiment, c'est cette idée de la critique vis-à-vis du code qui est averse au risque, ça se dit en français? À l'inverse, à l'opposé. Averse au risque, hein, donc c'est-à-dire qui n'incite pas à prendre des risques, et donc qui dit, donc là j'ai un verbatim, voilà, tout à l'heure j'évoquais la cliente où j'ai dû prendre une prise de risque et effectivement ça m'a parlé sur le fait que bon, à force de protéger mes clients, des fois je prends pas de risque et que mon job est quand même de temps en temps de prendre un risque mesuré et de vérifier, alors pas dans l'abus de pouvoir, mais de dire bon comment je prends le risque. Donc j'ai trouvé intéressante cette question de l'efficience, l'efficacité en lien avec le défi éthique. Alors, Juste pour dire que pour moi, ça renvoie aussi à la formation du coach. C'est-à-dire que Pauline l'a évoqué dans son exposé. Il y a les coachs qui, en fonction de leur formation, vont évacuer ce qui les dérange. Et puis, il y a des coachs qui sont formés particulièrement pour s'intéresser au dérangement. Alors que ce soit le dérangement dans la vie de leur coaché, mais aussi le dérangement dans leur coaching, justement. Et donc, justement, la question, enfin, le dilemme éthique, s'il vient déranger, je dirais, le fleuve tranquille de l'accompagnement, voilà, selon la formation, il va être considéré comme extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, il y a toute une théorisation de l'importance du dérangement, associée d'ailleurs au mot analyseur, hein, que Pauline utilise beaucoup, ce concept d'analyseur. Et puis, pour d'autres, effectivement, on évacuera ça parce que c'est pas pertinent dans l'ici et maintenant et par rapport aux recettes de bonheur ou de comportement qu'on souhaite mettre en œuvre de manière prescriptive.